Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va commencer si vous voulez bien. Alors, je commence par l'appel. Donc, Guy Ignorelli, je suis présente. Nathalie Priour. Stéphane Lambert. Monique Dionnet. Gérard Alain. Christine Giraudino. Roger Masson. Constant Chauvet. Isabelle Nicolas. Catherine Lelgouache. Olivier Guillet. Nathalie Bossard est absente et a donné pouvoir à Catherine Lelgouache. Yannick Lebillon, Laurence Renaudino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot est absent, Thierry Ricci, David Binet, Mariette Loira, Christophe Belin, David Rimbert est absent et a donné pouvoir à David Binet. Delphine Chauvet est absente et a donné pouvoir à Gérard Alain. Emmanuel Poisblanc, Christine Chevalier, pardon, Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault, absent. Sandra Augiras est absente et a donné pouvoir à Guy-Luc Fradin et Bruno Clavier. Oui, on n'a pas de pouvoir du coup pour Samuel. Non. Qu'il avait mis à jour. Si vous, voilà, si vous pouvez vérifier chacun ce que vous avez un pouvoir de... Qui est arrivé? Il a juste mis à jour son absence, il n'a pas forcément mis de pouvoir. Bon. Attends, faut pas que tu m'emmènes au salaire, parce que sinon... donc, on va commencer par l'approbation du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations à faire? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à l'approbation de ce compte-rendu de conseil? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, le compte-rendu du conseil est adopté. Ah oui, j'ai oublié de vous rappeler que la séance était ouverte et qu'elle était retransmise en direct. Et je vais demander un secrétaire de séance qui est susceptible de passer par la mairie rapidement. Catherine. Merci Catherine. Je disais qu'on essaierait d'avoir du secrétariat moins genré à l'avenir, mais voilà, on peut faire des vœux comme ça. Hein. Allez. Et donc, c'est parti pour le premier point, l'ouverture de crédit pour l'investissement 2025. Et c'est Nathalie qui va nous présenter ça. Du 1er janvier 2025, et ce jusqu'au vote des budgets, la commune ne peut procéder au paiement des dépenses d'investissement sans autorisation expresse du conseil municipal, à l'exception des restes à réaliser. Pour permettre aux collectivités de disposer de crédits d'investissement disponibles dès l'ouverture de l'exercice et ainsi procéder au règlement de leurs prestataires, l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales autorise les organes délibérants à accorder à leur exécutif la faculté d'engager, de liquider et de mandater jusqu'à l'adoption du budget primitif les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Ainsi, afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des exercices, il convient, en attendant le vote des budgets primitifs en mars 2025, budget principal de la commune et ses budgets annexes, d'ouvrir des crédits d'investissement dans une proportion des dépenses d'investissement inscrites en 2024. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture de crédits d'investissement à hauteur de 25% des crédits d'investissement ouverts en 2024 au titre des budgets principaux et des budgets annexes, comme nous l'avions fait l'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur l'ouverture des crédits? S'il n'y a pas de questions d'observation, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions donc à voter donc l'ouverture des crédits à compter du 1er janvier 2025? Donc des oppositions? Non. Des abstentions non plus. Donc c'est validé.
Le point 2, une décision modificative numéro 1 du budget principal commune. Toujours Nathalie. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1612-11 et L5217-10-6, vu l'article 106.3 de la loi numéro 2015-991 et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et leurs établissements publics administratifs, vu la délibération numéro 2 du 9 mai 2022 portant approbation de l'adoption de la nomenclature M57, vu le budget primitif 2024. Sur proposition de la Commission des finances, il est demandé au Conseil municipal d'étudier et de voter un budget modificatif du budget principal commune. La décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif et d'inscrire d'autre part les nouveaux besoins qui peuvent apparaître au cours de l'année, nécessitant l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, on affiche 243 870,40 € en plus, ce qui correspond à 32 345,40 € de charges à caractère général. Dans ce chapitre, il y a des augmentations et des diminutions par article. Donc, je vais vous indiquer simplement les augmentations significatives. Donc, il s'agit d'achats de plants, de produits d'entretien qui sont liés à la régie du restaurant scolaire, à l'utilisation très importante de nos salles, l'anticipation du ménage dans les nouveaux locaux. Ça concerne aussi l'agrandissement de la bibliothèque et de l'école de musique. Enfin, c'est des achats de partitions pour l'école de musique, un retard de facture pour l'entretien de l'éclairage public, de la maintenance, de la maintenance pour les chaudières, la vidéoprotection, une augmentation de l'assurance liée aux véhicules plus récents et le coût des cartes grises. Au niveau des charges du personnel et frais assimilés, il n'y a pas d'augmentation. Au niveau des atténuations de produits, on a 54 800 en plus. Cela concerne la loi SRU. Donc la commune n'ayant pas assez de logements sociaux, la commune donc a une pénalité à payer. Est-ce que ce document, tout le monde là, Patrick? Est-ce que vous avez tous le document Oui. Donc vous preniez la page 13, parce que je vous vois tourner les pages. Pour suivre, ça sera plus facile. C'est bon, vous avez bien la page. Donc, je vous ai parlé des charges à caractère général, 32 345 € . Charges de personnel et frais, donc il n'y a pas d'augmentation. Atténuation de produits, 54 800, donc j'en étais là. Donc, c'est principalement la loi SRU. Ensuite, nous avons une augmentation 2 725 €, les autres charges de gestion courante. Donc, il s'agit de créances éteintes concernant des loyers du centre de santé qui ont été annulés. Nous l'avions déjà passé en délibération au conseil municipal. Et aussi de la TVA pour clôturer un dossier d'un ancien lotissement rue de la Source. Nous avions aussi délibéré lors d'un conseil municipal. Ensuite, nous avons un moins 5 000 € en charge financière qui correspond à des ajustements d'intérêt et un plus 9 000 € qui correspond à des titres pour loyer annulés. On les avait passés 2 fois en 2023. Donc, voilà, une petite erreur de notre part. Et pour terminer, sur la section dépenses de fonctionnement, on a 150 000 pour des opérations d'ordre, donc il s'agit des amortissements.
Donc, ce qui fait une augmentation de notre budget de dépenses de fonctionnement d'environ 1,83% par rapport à notre estimatif. Donc, en ce qui concerne, donc, page 14, les recettes de fonctionnement, donc, qui indiquent le même montant, n'est-ce pas, de 243 870,40 pour être à l'équilibre. Donc, ça concerne 23 500 € pour les atténuations de charges. Donc, c'est des remboursements pour des arrêts de maladie. 3 640 € pour des produits, services, domaines et ventes diverses. C'est entre autres le remboursement de la mise à disposition du personnel de l'école de musique pour l'éveil musical. 26 000 € pour la fiscalité locale, un ajustement, car on pensait que le SRU serait pris sur cette ligne-là. 95 100 pour les dotations et participations. Donc ça correspond à des ajustements sur toutes les dotations forfaitaires des communes. Nous sommes toujours très prudents lorsqu'on prévoit des recettes dans des budgets primitifs. 92 230,40 € produits de gestion courante. Les 2 tiers de cette somme concernent les locations de salles et le tiers restant le remboursement de sinistres. Et en recettes, nous avons 3 400 € en produits spécifiques. Donc, il s'agit d'annulation de mandats liés à un dégrèvement de taxes foncières. Donc, voilà. Donc, c'est pour la section de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, donc on a moins de dépenses car moins de recettes. Donc on a moins 293 964,60 €. Donc là, ça concerne la page 10. Donc 173 160, donc je suis dans les dépenses. 173 160 € concernent l'immobilisation incorporelle. Donc 80% de cette somme, c'est des frais d'études, PM, friche de la gare. Et les 20% restants, ce sont des droits pour des nouveaux logiciels, comme Numérix pour la mise en place du plan communal de mise en sécurité, ou Nona, un logiciel de gestion pour la restauration scolaire. Ensuite, nous avons un moins 131 529,60 €, subvention d'équipement versée, il s'agit des effacements de réseau. Moins 355 485 €. Donc là, la plus grosse somme concerne l'aménagement entre le futur rond-point de la zone Beau Soleil et le rond-point de l'école de musique, qui n'aura pas lieu cette année. Ce budget sera reporté pour l'année 2025. 25 000 € immobilisation en cours, il s'agit d'avance de commande. Moins 6 000 €, ce sont des taxes d'aménagement. Et 890 €, moins 890 €, donc en emprunt et dette, donc concerne un dépôt et des cautions, somme que l'on retrouvera en recettes. Donc ça fait un budget d'environ moins 8,45% par rapport au budget primitif d'investissement. Donc en ce qui concerne les recettes, donc page 11, moins 404 660 € pour des subventions d'investissement. La plus grosse somme correspond à la subvention du département qui n'a pas été versée pour l'école de musique et la bibliothèque. Moins 12 194,60 € pour les emprunts et les dettes assimilées, correspond à la diminution de notre emprunt, qui est d'1 900 000 €. 25 000 € pour l'immobilisation en cours correspond aux avances sur commande. C'est un jeu d'écriture, on retrouve cette somme en dépenses d'investissement. Moins 53 000 pour les dotations fonds divers et réserves, ça correspond à la FCTVA et à moins de taxes d'aménagement. Moins 890 € emprunts et dettes assimilées, donc c'est de nouveau les dépôts et cautions reçus. 150 000
euros des opérations d'ordre. Donc, cette somme correspond aux amortissements. Et on la retrouve en dépenses de fonctionnement. Donc, voilà pour le budget de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vient de vous être présenté? Oui. C'est une bonne remarque, Emmanuel. Là, il y a, ce que tu parles, c'est de la baisse des dotations globales pour 2025. Là, c'était sur la subvention pour le raménagement de l'école de musique. Donc ça, il n'y en aura pas sur 2025, du coup, sur les gros travaux. Mais clairement, voilà, on nous a bien prévenu que les montants de subvention étaient revus plus qu'à la baisse. Et pour des questions de contexte budgétaire et pour des questions aussi d'équité. En tout cas, c'est ce qui nous a été présenté par les conseillers départementaux, d'une aide à toutes les communes plutôt que d'aide ciblée sur les grosses communes pour des gros investissements, comme ce qu'il y a pu y avoir par le passé, quoi. En fait, ça dépend des projets. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'était sur ce projet-là d'extension de l'école de musique qu'on attendait une certaine somme. Après, si on devait être... voilà, l'un des projets qui est dans les cartons, c'est notre fameuse salle de gym, hein, qu'on n'oublie pas. Mais c'est sûr que par rapport à ce qui a été fait par le passé, si on comptait avant, je sais pas moi, on va dire 40% de subventions, on va se dire aujourd'hui, ça sera peut-être que 15 ou que 10. Ah non, ça on ne sait pas. Non, on sait pas. D'autres questions, observations? Bon. Donc c'est ce qui avait été présenté aussi en commission finance, hein, de toute façon, cette décision modificative. Donc est-ce qu'il y a des oppositions à cette DM? Des abstentions? Donc elle est validée. Et on continue avec une décision modificative, mais cette fois-ci sur le budget annexe atelier et commerce relais. Bon, cette-ci va être beaucoup plus simple, il n'y a qu'une ligne. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1612-11 et L5217-10-6, vu l'article 106.3 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leur établissement public administratif, vu la délibération numéro 2 du 9 mai 2022 portant approbation de l'adoption de la nomenclature M57, vu le budget primitif 2024, sur proposition de la Commission des finances, il est demandé au Conseil municipal d'étudier et de voter un budget modificatif du budget annexe atelier et commerce relais. La décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif et d'inscrire d'autre part les nouveaux besoins qui peuvent apparaître au cours de l'année nécessitant l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Donc là, il s'agit d'un montant de 1 euro. Donc, oui, ça fait rire, mais c'est comme ça. Donc, dépenses de fonctionnement en 65 888, 1 euro. Et en 66 112, intérêt rattachement des intérêts non échus, moins 1 euro. Voilà. Hein. Donc on espère que tous les budgets dans les plus hautes sphères sont gérés tels que nous, à l'euro près. Bon, on ne va pas y passer là. Il faut que ça soit équilibré. Il faut absolument. Voilà.
Il reste un peu de chemin. Comment ? Ne perdons pas trop notre temps. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Il y a des oppositions ? Des abstentions ? Allez, on valide, Nathalie, cette grande décision. Alors, on va passer à d'autres montants, avec l'attribution des compensations définitives 2024 que va nous présenter Gérard Alain. Conformément aux dispositions de l'article 1609 non-INC du Code général des impôts, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, est chargée d'évaluer le montant des charges transférées entre les communes et le PCI, afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la commune et ses communes membres. Par délibération du 30 novembre 2023, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoires pour 2024. Ces attributions de compensation provisoires doivent désormais être actualisées au regard du compte financier unique 2023. Dans ce cadre, la CLET du 12 septembre 2024 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à verser aux communes membres au titre de l'année 2024. Ces attributions de compensation 2024 prennent en compte les évolutions intervenues, à savoir dans la partie fixe des attributions de compensation de fonctionnement, pas de modification, et dans la partie variable des attributions de compensation de fonctionnement, l'ajustement des montants au regard des coûts réels des services, puisqu'on a donc des services communs. Donc il y a plusieurs services communs. Le service mutualisé recherche de financement et assistance au montage de projets. Le service mutualisé ressources humaines avec intégration d'un coefficient de minoration de 10% pour les communes qui ne disposent pas d'instance de représentation du personnel interne. D'un service mutualisé direction des systèmes d'information et service mutualisé conseiller numérique. Service mutualisé prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Et aussi la participation financière des communes littorales accueillant l'organisation de la Coupe régionale de voile 2024 coordonnée par l'agglomération et la régularisation du versement du solde de la subvention CAF 2019 perçue par l'agglomération dans le cadre du transfert de compétences au 1er janvier 2020, ainsi que la régularisation de la prise en charge financière par l'agglomération par erreur d'un agent mis à disposition par le CDG 44 à la ville de Pornic. Le coût réel des services communs a pu être arrêté au regard du CFU 2023 et est donc régularisé sur les attributions de compensation définitives en 2024. Dans la partie fixe, les attributions de compensation investissement, pas de transfert de compétences au 1er janvier 2024, nécessitant un transfert de charge dans la partie investissement. Dans la partie variable, les attributions de compensation investissement, donc prise en compte des investissements pour les services de prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût des investissements a été arrêté à la fin de l'exercice 2023 et régularisé sur les attributions de compensation définitives 2024. Après approbation du rapport de la CLET, par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation des communes seront réajustées en fin d'année 2024 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLET, tels que définis dans le tableau ci-dessous. Je ne veux pas vous lire la totalité du tableau, mais pour la commune de Sainte-Pazanne, l'agglo donc verse 336 270 € en AC prévisionnel et donc là c'est défini. L'attribution de compensation définitive pour 2024 sera donc de 336 340 €. Donc le chiffre négatif qui est en bas de la colonne, donc les 8 millions pour l'attribution de compensation définitive, donc les 8 995 142 € sont donc la somme que l'agglo verse à l'ensemble des communes de la collectivité.
Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Et en investissement, donc c'est l'inverse, hein, c'est les communes qui versent en fonction du coût des services communs donc, à l'agglo des montants. Et pour la commune de Sainte-Pazanne, donc on avait un prévisionnel de 36 062 €. Et en fin de compte, on va payer ce qui avait été prévu, donc 36 062 €. C'est pour ça que la dernière ligne qui est en bas, donc c'est en positif, et l'agglo reçoit donc une recette des communes de l'EPCI pour un montant de 833 387 €. Donc il est proposé au conseil municipal de valider le rapport 2024 de la CLET de la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Retz, joint en annexe. Donc, après avoir délibéré, le conseil municipal décide de valider le rapport 2024 de la CLET de la communauté d'agglo Pornic-Agglo-Pays de Retz, joint en annexe, et de charger Madame la maire de notifier cette décision à l'EPCI et aux services préfectoraux. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces attributions de compensation qu'on passe donc tous les ans, qui sont réévaluées un petit peu tous les ans, mais pas de beaucoup. Comme ça. Pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Non, pas de questions sur cette convention avec l'agglo. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à valider ce rapport de la CLET? Il n'y en a pas, donc ce rapport est validé. Et on passe au point 5, la ZAC multisite Centre-Bourg, rétrocession foncière des biens de retour et de reprise. Donc la ZAC Centre-Bourg, c'est tout ce qu'il y a autour de la rue du Tenu, la rue de la Grainerie. La création de la ZAC multisite a été approuvée par délibération du conseil municipal le 25 avril 2006. Son aménagement a été confié à Loire-Atlantique Développement, CELA, dans le cadre de la convention d'aménagement signée au 1er octobre 2007 et renouvelée par avenants successifs. Considérant que Loire-Atlantique Développement, CELA, a réalisé les aménagements et équipements tels que prévus au programme des équipements publics du dossier de réalisation de la ZAC, validé par le conseil municipal le 6/07/2020. Il convient aujourd'hui de reprendre les emprises à usage de voirie et d'espaces verts ou d'équipements techniques réalisés par l'aménageur au titre de la concession publique d'aménagement. Ces emprises sont considérées comme les biens de retour de la ZAC. Le transfert de la propriété porte sur 9 parcelles, dont d'une surface totale de 1673 m². Comme détaillé dans le tableau ci-dessous, ce transfert de propriété ne donne pas lieu au versement d'un prix, ce dernier étant considéré comme un transfert de charge. Donc c'est essentiellement les voiries et puis le terrain qui est à proximité de derrière de la maison citoyenne. Voilà. Dans le cadre de la conception d'aménagement, Loire-Atlantique Développement a également acquis une propriété bâtie devant initialement former une partie de l'assiette foncière d'un autre secteur opérationnel de la ZAC. La commune ayant finalement décidé en 2020, par avenant, d'engager uniquement le secteur opérationnel dit cœur d'îlot, cette parcelle doit donc être rachetée par la collectivité en tant que bien de reprise avant la clôture de la concession. Le montant de la cession de ce bien est de 201 537. Donc c'est ce qui est à côté du théâtre. Elle est située aux 3 rues du Vallon. Ce bien acquis, cadastré AL 196, d'une surface de 589 m², a fait l'objet d'une estimation auprès de France Domaine en date du 25 octobre 2024. Considérant le traité de concession et ses avenants signés avec Loire-Atlantique Développement CELA, considérant les procès-verbaux de remise des ouvrages signés le 7 novembre 2024 et les annexes, après, on vous propose d'approuver le transfert de biens de retour de l'aménagement de la ZAC Centre-Bourg au bénéfice de la commune, de préciser que l'acte portant restitution du transfert de ces biens de retour ne donnera pas lieu à un versement d'un prix, 1 € symbolique, ce dernier étant considéré comme un transfert de charge.
d'approuver le rachat de la parcelle AL 196 en tant que bien de reprise, bien que n'ayant pas fait l'objet d'un projet, pour un montant de 201 537 € hors taxe, de préciser que les frais résultant de la passation des actes authentiques sont imputés sur le bilan de la concession, et d'autoriser Madame la maire à accomplir toute démarche administrative pour la mise en œuvre de la présente délibération. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce dossier qui date un petit peu, hein, puisque donc la ZAC a été il y a une délibération en 2006, elle s'achève donc aujourd'hui en 2024, donc par le rachat en fait de la maison, hein, donc qui est située aux 3 rue du Ballon, pour équilibrer en fait l'opération. Donc voilà. Et ce qu'on a omis de préciser, il y aura une mention qui sera rajoutée au procès-verbal, c'est qu'on rachète cette maison, mais qu'on ne demande pas à Loire-Atlantique Développement de faire du coup les diagnostics divers et variés, puisqu'ils avaient acheté cette maison dans le cadre du coup de la ZAC. L'idée c'était plutôt de la détruire pour faire autre chose, hein, puisque il devait y avoir d'autres constructions à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de projet défini sur cet endroit-là. Voilà. Donc, en attendant d'avoir avancé là-dessus, si on est sur une réhabilitation, on fera du coup par nous-mêmes les diagnostics au moment venu. Et si on passe sur un autre projet de construction ou de vente en fait de cet espace, on fera aussi les diagnostics nécessaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous avez des questions là du coup sur Oui. C'est ça que ça veut dire, oui. C'est ça que ça veut dire, en effet. N'hésite pas à brancher ton micro, Olivier, pas que pour moi, mais pour les personnes qui nous écoutent. Sur le lotissement, il y a 2 antennes. Ces 2 antennes, elles sont sur des parcelles privées. Il y a vraiment un entretien là-dessus. Il y a pas de. Attends. Des antennes. Enfin, le lotissement, il y a deux petits traits. Voilà, celui-là et puis tout en bas aussi. Et ça me paraît bizarre. J'ai l'impression que c'est sur des parcelles privées. Là, il y a vraiment quelque chose à entretenir à cet endroit-là. Je pense que ça peut être des anciens réseaux qui étaient là peut-être, qui avaient, et donc c'est resté dans le domaine public pour pouvoir intervenir. Oui, c'est ça, oui. Ouais, parce qu'on est. Je vois que cette raison-là. Ouais, parce qu'on est bien sur une parcelle. C'est juste un droit d'accès, quoi, peut-être, mais. Ok. Pardon. Il y a un petit peu d'espace vert, un petit peu de plantation sur la rue principale à remonter sur la droite, mais il y en a très très peu. C'est essentiellement de la voirie, effectivement. Ça a pris du temps, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu, ou à l'inverse, ceux qui n'étaient pas forcément dans les commissions urbain, voirie. En fait, ce qui a surtout fait traîner un petit peu l'affaire, c'est la rétrocession du réseau d'eau, en fait, hein, à l'agglo, avec des ouvrages dont le cahier des charges a changé entre le début et la fin des travaux, en fait. Et donc, l'agglo nous a demandé de remettre aux normes actuelles qu'ils avaient édicté ce réseau d'eau, avec évidemment une plus-value. Et donc voilà, c'est ce partage aussi de cette plus-value avec la CELA qui fait que c'est un dossier qui traîne là depuis un certain temps. Oui, je peux compléter. Vas-y. Ce qui se passe, c'est que sur les réseaux d'assainissement, il y a des tampons de visite qui étaient conformes à la demande de Cœur de Ray à l'époque, le comité de communes Cœur de Ray. Et le fait d'être passé dans le PCI Pornic-Agglo, les réglementations ont changé et donc du coup, ils n'étaient pas conformes. Donc il a fallu reprendre tous les tampons de visite, tous les tampons, et c'était forcément à la charge de l'aménageur de la ZAC, puisque lui, dans sa convention, il avait l'aménagement de toutes ces zones, on va dire, dites techniques, et c'est rétrocédé à la commune par la suite. Pour que Pornic-Agglo prenne par la suite l'entretien et la surveillance des réseaux. Bruno, ouais, je vois qu'il y a quelque chose qui chiffonne.
question sur la propriété donc, devant le théâtre. On n'a pas d'échéance pour en faire quelque chose. Libre à nous d'avoir le projet que l'on veut avec ça ou pas. Oui, oui, tout à fait. Enfin, on n'a pas d'échéance, si ce n'est que dès qu'on peut rentrer dans nos frais et Oui, récupérer D'accord. l'argent qu'on dépense là, ça sera bien. Après, clairement, aujourd'hui, on est sur des questions de réaménagement aussi au niveau des services de la mairie, en fait. Et donc, c'est vrai voilà, ça reste une piste. On a un programmiste qui intervient là dans les semaines qui viennent pour nous aider à avancer sur est-ce qu'on peut optimiser ce bien-là ou pas. Et du coup, ça sera aussi à quel prix, puisque, comme le disait Olivier, c'est une maison qui n'est pas en très bon état, quoi. Donc, Bon, on a le temps d'y réfléchir. Ça fait un peu verru quand même dans le paysage, excusez-moi de Tout dire à comme fait. ça. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai que sa localisation est juste à l'avant du théâtre et en même temps pas très loin de la mairie aussi, en fait quand même un site un petit peu stratégique, quoi. Donc on sait que si on devait la vendre voilà, à un promoteur ou autre, elle trouverait preneur sans souci. Voilà. Après, c'est de bien peser le pour et le contre, de s'en séparer malgré tout, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur ce dossier? Non. Eh bien, est-ce qu'il y a donc des oppositions à clôturer enfin cette ZAC de Centrebourg? Donc des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc nous allons pouvoir envoyer la convention à LAD qui se languit un petit peu. Alors ensuite, on passe au point 6, la cession de parcelles située au lieu dit Tournebride, au département de Loire-Atlantique. Toujours avec Stéphane. Dans le cadre de l'aménagement du giratoire sur le carrefour RD 758 et RD 95, au lieu-dit Tournebride, et notamment la réalisation de la passerelle et son accès est, il convient d'effectuer la régularisation foncière des parcelles communales cadastrées, section ZIN numéro 21 et numéro 24, pour des contenances respectives de 5 et 11 mètres carrés. En effet, les travaux nécessitent 2 divisions de parcellaires au bénéfice du département sur les emprises 4A et 6A figurant sur le plan de parcelle en annexe. Ces emprises seront ensuite intégrées au domaine public départemental. Le prix de vente est fixé à 20 centimes d'euros le mètre carré, soit un montant total de 3,20 €. Le département prendra à sa charge les frais de l'acte notarié. Il est proposé d'autoriser Madame la maire à signer l'acte correspondant devant notaire ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, Denis nous a mis un petit plan du coup de la dite parcelle qui était nécessaire. Est-ce qu'il y a... C'est quoi? C'est les 2 petits coins qui sont de part et d'autre de la passerelle. Bon, vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mètres carrés, quoi, hein, de toute façon. Voilà. C'est bon en termes de dépenses? Donc ça nous arrangerait. Le giratoire étant construit, si on pouvait valider, ça serait quand même plutôt pratique. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à vendre ces 2 parcelles? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est validé, on n'aura pas besoin de casser le giratoire. Et je vais passer la parole à Roger Masson pour la convention de mise à disposition d'équipements de tennis. Alors, dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et sportives, la collectivité réalise et assure la maintenance d'équipements sportifs existants qu'elle met à disposition des associations sportives. Cette convention entre la commune de Sainte-Pazanne et l'association Tennis Club de Sainte-Pazanne, prévue pour 1 an, définit les droits et obligations de chacune des 2 parties. Conditions de la mise à disposition gratuite, modalités d'utilisation et les engagements de la commune et du club. Les équipements concernés sont 2 terrains séparés par une clôture et entourés par une clôture périphérique. Il est proposé d'autoriser Madame la maire à signer la convention de mise à disposition d'équipements de tennis entre la commune de Sainte-Pazanne et l'association Tennis Club de Sainte-Pazanne. Donc vous avez en annexe 7 le projet de convention.
Je ne vais pas tout vous la relire, bien sûr, je suis sûr que vous l'avez regardé. Donc ça précise les obligations de la collectivité et celles du club. Ça parle des effectifs du club, de son niveau sportif, le lieu d'implantation de ce terrain, de ces deux terrains, les conditions d'utilisation, les activités du club, etc. L'ouverture du club, du terrain, parce qu'en fait, ce terrain ne va pas être utilisé que par le club. On verra dans l'autre convention qui suit qu'il y a obligation de le laisser ouvert. Alors quand on dit laisser ouvert, c'est pas laisser le portail ouvert, c'est de permettre à tout Pazenais qui veut utiliser, qui veut aller faire du tennis, par l'intermédiaire du site, et voilà, en s'inscrivant sur des créneaux qui ne sont pas utilisés, de pouvoir aller sur ce terrain-là gratuitement. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais dire là. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Effectivement, je ne sais pas si on en reparle après, mais je vous invite tous et tous, si vous avez envie de taper la balle jaune, à télécharger l'application TenUp, sur laquelle apparaissent donc les deux terrains de tennis que vous pouvez donc réserver vraiment très facilement. Et donc il y a un accès par code au créneau que vous réservez, qui vous est adressé donc 15-20 minutes avant le début de l'horaire de réservation. Donc voilà, ça se fait vraiment super facilement. Et les terrains sont très agréables, même pour les mauvais tennismen. Alors, est-ce qu'il y a donc des questions là sur la convention? Pas a priori. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, la convention de mise à disposition est validée. Et on passe à la convention de reversion d'une aide au développement des clubs et de la pratique, toujours par Roger. Alors, cette convention cadre le reversement à la commune de l'aide financière de 11 000 € accordée par la Fédération française de tennis à l'association Tennis Club de Sainte-Pazanne pour la construction de 2 terrains de tennis au sein du complexe sportif Les Fraîches, situé à rue Saint-Exupéry à Sainte-Pazanne. En effet, compte tenu de l'investissement supporté par la commune, maîtrise d'ouvrage et financement de 2 terrains de tennis, l'aide au développement des clubs et la politique ADCP versée au club par la Fédération française de tennis sera rétrocédée à la commune. Donc c'est le but de la convention. La présente convention a pour objet d'arrêter les obligations respectives des parties dans le cadre de la construction de cet équipement. Il est proposé d'autoriser Madame la maire à signer cette convention de réversion. Voilà, donc, la précédente convention, c'était une convention d'utilisation entre la commune et le club. Et là, c'est une convention financière, puisque c'est un peu particulier. Ce n'est pas la commune qui a touché directement en fait, une aide de la fédération, mais le club. Et le club nous reverse donc cette aide. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de lancer la construction des terrains, donc on avait pris contact avec la Fédé et avec le club, bien sûr, et on nous avait dit, effectivement, c'est possible, mais nous, on ne peut verser cette aide qu'au club. Et après, le club rétrocède à la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? C'est une modalité un petit peu originale. C'est rare qu'on signe des conventions pour récupérer de l'argent, mais profitons-en. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, c'est validé pour cela. Alors, je continue avec la convention tripartite d'application pour la mission d'appui en ingénierie du CEREMA auprès de la commune pour la démarche écoquartier secteur gare. Donc, la commune de Sainte-Pazanne a engagé un projet de reconversion de l'ancienne scierie, friche urbaine d'environ 2,15 hectares, située à proximité immédiate de la gare, en intégrant le potentiel foncier et les éléments naturels à valoriser. La commune a fait appel à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique pour assurer le portage et la remise en état du foncier de la friche. La commune s'est également appuyée sur les compétences de la SPL Loire-Atlantique Développement pour mener les études de faisabilité, définir le futur projet et sélectionner les opérateurs immobiliers. Le projet prévoit la réalisation de 150 à 180 logements, dont 40% de logements sociaux,
ainsi que les voiries et espaces paysagers dédiés à l'opération, dont une vaste zone humide qui restera un espace naturel et de loisirs. Des locaux professionnels seront destinés aux activités de service et éventuellement de restauration. Des voies piétonnes et des pistes cyclables sont également prévues sur le site. Aussi, dans ce projet à la fois complexe et structurant, la commune s'engage dans une démarche écoquartier permettant de s'assurer d'un niveau de projet qualitatif conforme aux ambitions de la commune. La municipalité souhaite solliciter l'appui en ingénierie du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, dans cette démarche. Cet accompagnement, dispensé dans la durée, sécurisera la commune dans la mise en place des objectifs du projet et sa déclinaison opérationnelle. Les modalités techniques et financières de l'accompagnement réalisé par le CEREMA sont définies dans la convention tripartite entre l'État, ministère de la Transition écologique, la commune de Sainte-Pazanne et le CEREMA. La mission réalisée par le CEREMA prévoit la mobilisation forfaitaire de 36 jours hommes sur 3 ans et inclut toutes les tâches contributives et nécessaires à sa réalisation. Les versements des contributions dues par la collectivité au CEREMA sont résumés ci-dessous et détaillés dans la convention tripartite. Donc 20% pour la collectivité, 40% pour l'État, 40% pour le CEREMA. Donc pour la collectivité, on est donc à 7 200 € hors taxe pour 3 ans, sur un total donc, de 36 000 €. Donc vous le voyez, c'est un accompagnement qui est quand même très aidé. Vous savez les difficultés qu'on rencontre à faire sortir ce quartier pour le moment. Donc voilà, l'accompagnement proposé par le CEREMA nous a semblé intéressant, complémentaire de ce qu'on a déjà pu faire avec LAD par le passé et qui va nous permettre, on l'espère, d'avancer au plus vite. Je ne sais pas si c'est au plus vite, mais en tout cas sans revoir nos ambitions à la baisse, quoi. Voilà, on a déjà commencé à faire quelques réunions, mais on avait besoin donc de cette délibération pour valider le travail avec le CEREMA. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Emmanuel. Ouais, alors, n'hésite pas à prendre ton micro. Donc, ta question, c'est est-ce qu'on a trouvé l'opérateur immobilier? La réponse est non. La réponse est non. On avait effectivement fait toute une première partie de travail avec LAD, avec une certaine orientation, avec un montage financier, en fait, où on était parti donc sur une concession foncière avec charge. On avait fait une pré-consultation des opérateurs, qu'on a fait donc au printemps dernier. Et cette pré-consultation n'a pas abouti, puisque les opérateurs ne nous donnaient pas les garanties nécessaires par rapport aux préconisations qu'on avait en termes de densité, de prix de sortie au mètre carré, et de tout ça. Donc on est arrêté là. Pour votre information, on les a rencontrés d'ailleurs il y a 15 jours, je crois, avec Stéphane, les différents opérateurs qui avaient répondu pour échanger avec eux des difficultés qu'on rencontrait sur ce site. Sachant que depuis la pré-consultation du printemps, il y a quand même un élément qui a changé, c'est le zonage de Sainte-Pazanne, puisque suivant le zonage et la situation du logement sur la commune, on peut avoir accès à certains types de réalisations, en l'occurrence là, le bail réel solidaire qui n'était pas forcément ouvert sur la commune et qui permet de dissocier en fait le foncier de la construction qui est dessus. Donc c'est un autre mode pour accueillir notamment du logement social, qui est une alternative à la location ou à l'achat en tant que tel, quoi. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, en tout cas non, on n'a pas d'opérateur à ce jour. Et là où on a travaillé avec LAD sur des plans, on va dire, on avait commencé à avoir des plans un petit peu, ce qu'ils nous avaient présenté en réunion publique notamment. Là aujourd'hui avec le CEREMA, on est plus à se dire qu'on va aller plus loin dans les analyses pour ce qu'ils appellent dérisquer en fait l'opération et bien valider les emplacements par exemple de parking, tout ça, si on retrouve, parce que vous savez qu'il y a la dépollution et démolition qui va intervenir du coup, on l'espère en fin d'année, début d'année, les dernières tempêtes là nous invitent à presser un petit peu. Et ce qui a changé aussi, c'est que conjointement à ce travail qu'on faisait avec LAD, on a travaillé sur le pôle d'échange multimodal, la gare qui est quand même juste à côté du coup de la friche, avec des problématiques qui se télescopent un petit peu sur le stationnement et le fait de désenclaver la gare, quoi. Donc
concrètement, on ne pouvait pas faire passer une voie en fait pour désenclaver la gare dans ce quartier et le faire porter par les opérateurs. Donc voilà, il y a plein de petits ajustements là qui nous ont conduit à arrêter le processus avec LAD là où il en était, à rebattre les cartes avec le CEREMA pour reprendre du coup un autre angle, on va dire. Mais le projet, ce qui n'a pas bougé, c'est qu'on souhaite bien toujours densifier ce quartier. Hein. Tout le monde en est d'accord, hein, tous les services de l'État, de dire que c'est 2,15 hectares à côté de la gare, il y a vraiment du potentiel. Et c'est ce qu'on a redit aux opérateurs, qu'on n'était pas prêt à le brader, en fait. Hein, donc, voilà. D'accord, mais on n'a pas peur quand même qu'ils soient obligés de recommencer beaucoup de choses que LAD avait déjà fait. Parce que ça rajoute encore des études. On a déjà payé des études auparavant. Bah, on avait fait. Alors, il y a des études, les études 4 saisons, ce genre de choses. Effectivement, elles ont été faites, mais là, c'est en faire d'autres. Parce que de toute façon, si les études elles sont pas faites, c'est quelque chose qui peut être négocié du coup par les opérateurs, de dire nous on s'engage à venir. Par contre, voilà, on a une insécurité, une méconnaissance là sur certains endroits, donc on prend nos précautions, quoi. Dérisquer un site, c'est mettre toutes les chances de son côté pour que l'opérateur, en gros, il n'ait pas de surprise sur le site. Il sera obligé de le faire pareil, sauf que le fait de le faire en avance, déjà on ne perd pas notre temps, parce que le temps de trouver un opérateur, ça peut durer encore 6, 7, 8 mois, voire plus. Donc le fait de dérisquer, quoi qu'il se passe, les charges qui seront dues à cette dépollution, cette démolition, seront portées sur la vente. Donc c'est complètement, c'est pas une perte de temps, c'est simplement avancer en parallèle du reste, tout simplement. Et travailler sur la question du phasage et de la voirie aussi, quoi, du coup. Oui, Bruno. Et là, on a quelle échéance? Du coup, c'est l'EPF qui est propriétaire. Ouais, qui porte pendant 8 ans. C'est 8 ans, c'est ça, donc on a quand même le temps. Enfin, je pense que on est tous assez d'accord pour dire que c'était pas satisfaisant ce qu'on avait au mois d'avril, je crois. Donc là, on a bien arrêté, et donc on va retravailler avec CEREMA, là. Voilà, c'est ça. Et donc la commission qui travaillait activement en début d'année, elle va se réactiver aussi. Oui, tout à fait. Temps, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on est vraiment pris entre ces deux. Voilà. On se dit que là, le marché n'est pas hyper favorable et que voilà, on s'arrête et qu'on préfère s'arrêter avant d'aller trop loin et d'avoir pris des engagements. Et en même temps, on sait qu'on a besoin de sortir ces logements au plus vite, en fait, compte tenu du marché tendu sur la commune, quoi. On en a tous conscience. Voilà. Oui. Et du coup, on prendrait en charge de la dépollution. Non, la dépollution et démolition, elle est prise en charge par l'EPF. D'accord. Et après, c'est reversé dans le foncier, tout simplement. Quand ça sera revendu, il y a une partie qui va venir. On a une dotation d'État qui est aussi pas négligeable pour nous aider à financer cette friche. Donc ça va se rajouter, ça va amoindrir le prix de la friche pour la revente, pour essayer de sortir un quartier qui, en effet, est attendu par les riverains, par les Pazenais, et de qualité, tout simplement. C'est-à-dire que l'objectif est toujours de garder le travail qu'on a fait avec LAD. Le travail qui a été fait, il est intéressant. On ne part pas de rien. Ce qui est intéressant, c'est de le continuer avec un équilibre financier différent de ce qui a été proposé lors de cette consultation, tout simplement. Et on aura peut-être besoin plus tard d'être réaccompagné par LAD ou pour d'autres. Par exemple, là, malgré tout, l'accompagnement du CEREMA, il est sur 3 ans. Mais s'il faut relancer une consultation, réécrire un cahier des charges ou ce genre de choses, ça ne sera pas forcément suffisant, quoi. Donc du coup, là, c'est déjà avancé sur le montage, je pense, foncier et autres, et pour relancer du coup une consultation dans un second temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à cette convention tripartite? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est validé. Alors, le point 10. La convention de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents. Donc, depuis 2013, la collectivité adhère à la convention prévoyance gérée par Collectim. L'objet de cette garantie est de compléter le demi-traitement versé lorsque les agents ne touchent plus qu'un demi-traitement, notamment en cas de maladie ordinaire.
Aujourd'hui, un tiers des agents a souscrit à cette assurance prévoyance facultative. La réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale a rendu obligatoire l'adhésion de tous les agents aux garanties prévoyance du contrat collectif conclu par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. De plus, la réforme oblige les employeurs publics territoriaux de participer financièrement à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025. Dans le souci d'assurer une couverture de prévoyance de qualité aux agents, après avis du CST du 19 mars 2024, le Conseil municipal, par délibération du 26 mars 2024, a donné mandat au CDG 44, coordonnateur du groupement de commandes constitué des 5 CDG des Pays de la Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional, ainsi que pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour le risque prévoyance à effet du 1er janvier 2025. Ça va jusque-là ? Ainsi, les centres de gestion et les organisations syndicales ont engagé un processus de négociation qui a abouti à un accord collectif régional en date du 9 juillet 2024. Lancer une consultation au niveau régional pour être en mesure de proposer aux employeurs publics territoriaux l'adhésion à des conventions de participation et la souscription au contrat d'assurance collectif de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2025, adossé à celle-ci. Cette mutualisation des risques, organisée au niveau régional, permet de garantir au personnel des employeurs publics territoriaux l'accès à des garanties collectives sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé, du sexe ou de la catégorie professionnelle. Un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques des employeurs publics concernés. Le bénéfice de taux de cotisation négociés est maintenu pendant 3 ans. Donc, je vous précise qu'afin de pouvoir adhérer définitivement à ce dispositif de protection des agents, il convient de choisir un niveau de couverture garantissant les risques incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90 ou 95% des revenus nets des agents et de définir la participation en tant qu'employeur, participation ne pouvant être inférieure à 50% du montant de la cotisation acquittée par les agents. Après étude en commission des finances et présentation aux membres du CST, il a été retenu le niveau de couverture à adhésion obligatoire pour l'ensemble des agents à hauteur de 90% des revenus nets des agents, traitement indiciaire brut, nouvelle bonification indiciaire et régime indemnitaire, et une participation de l'employeur à hauteur de 55% de la cotisation acquittée par les agents au titre du régime de base à adhésion obligatoire retenu. L'avis du CST, en date du 18 novembre 2024, a été formalisé par un accord collectif local signé le 18 novembre 2024, venant entériner le caractère obligatoire de l'adhésion des bénéficiaires et les éventuelles dispenses d'adhésion, leur choix de régime au regard des niveaux de garantie proposés, et le taux de cotisation et la répartition des cotisations entre les bénéficiaires et l'employeur. Là, on est parti. Vu l'article 40 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L. 452-11, L. 221-1 à L. 227-4 et L. 827-1 à L. 827-12. Je propose que je vous lise ça après parce que je pense que je crains que vous ayez oublié tout ce que je vous ai raconté avant, en fait. Donc, vu l'ensemble des textes que vous avez en votre connaissance, dont vous pourrez prendre connaissance, et donc vu l'accord régional du 9 juillet 2024 relatif au régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire du personnel des centres de gestion des Pays de la Loire, des employeurs publics territoriaux ayant formalisé l'un de ces régimes, et donc vu l'accord collectif local du 18 novembre 2024 instituant un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire au bénéfice de l'ensemble du personnel de Sainte-Pazanne.
Donc, on vous propose donc d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la commune de Sainte-Pazanne, de souscrire la garantie de base à adhésion obligatoire à hauteur de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à effet du 1er janvier 2025, de participer financièrement à la cotisation des agents conformément à l'accord collectif local à hauteur de 55% de la cotisation acquittée par les agents au titre du régime de base à adhésion obligatoire, avec une participation identique pour tous les agents, et donc de m'autoriser à accomplir toutes les démarches administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. Alors, on a pas mal parlé de ça en commission finance, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas notamment dans la commission finance et qui ont des questions là-dessus. Si je résume, en fait, il y avait déjà une proposition de prévoyance. On avait un tiers des agents à peu près qui y souscrivaient, avec donc une prise en charge déjà à 50%. Je me tourne vers Nathalie, de l'employeur. Et donc là, aujourd'hui, cette obligation, donc, elle s'adresse à l'ensemble des agents de la collectivité. Donc le tiers qui souscrivaient déjà, eux, ça ne va pas trop changer. Mais on a quand même 2 tiers de nos agents qui n'avaient pas de service de prévoyance et qui ont donc une adhésion obligatoire à compter du 1er janvier. Voilà, oui, Emmanuel. Mais branche ton micro. Ça nous coûterait combien? Alors, je n'ai pas le chiffre là. Nathalie, tu avais le chiffre? Je crois que c'est plus 13 000 sur l'année. Un peu plus que plus 13 000. Plus. 15 000 à 55%. Voilà. Donc la négociation qui a eu lieu avec les représentants du personnel, c'était ça, c'était sur la part de la participation employeur. Voilà. En plus de ce qu'on paye déjà aujourd'hui, donc pour le tiers, encore une fois, on paye déjà une partie pour le tiers. Donc là, c'est dans un souci d'équité, effectivement, pour tous les salariés. Mais c'est vrai que ceux qui ne souscrivaient pas, c'est quelque chose qui leur sera retiré de leur salaire, voilà, qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc voilà, plus 15 000. D'autres questions, observations? N'hésitez pas. Non, pas d'autres questions. Non, c'est bon. Je vois que ça discute par la page. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, encore une fois en commission finance, essayer de trouver le bon équilibre. Eh bien, donc je vais vous proposer, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et on passe au point 11, la modification du tableau des effectifs avec Nathalie. Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La population de la commune évolue et par conséquent les services de la mairie. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc pour donner suite aux modifications des postes lors du conseil municipal du 1er juillet 2024 et notamment tous les changements de temps de travail de plus de 10%, il convient de supprimer les anciens postes. Donc il est proposé les suppressions de postes suivants soumis à l'avis du CST en date du 5 novembre 2024. Donc secrétariat école de musique plus RH 19h05, école de musique 8h, restaurant scolaire plus centre de loisirs 23h53, restaurant scolaire plus centre de loisirs 14h57, restaurant scolaire plus maison des jeunes plus salle de billard 23h52, restaurant scolaire plus flash foot 19h06, et donc au restaurant scolaire 8h15, 5h23, 6h09, 6h09, 11h10 et 31h27. Donc on vous propose ici une création de poste. Donc le théâtre municipal Pazenay est destiné à accueillir une saison culturelle pluridisciplinaire ainsi que des événements municipaux et les spectacles de nombreuses associations amateurs. Aussi, il est proposé la création d'un poste de directeur technique de la salle de spectacle pour le pilotage et la mise en œuvre technique des événements accueillis au TMP et autres événements culturels municipaux. Par dérogation, cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel sur
le fondement de l'article 3.3 de la loi du 26 janvier 1984, alinéa 2, pour les besoins des services où la nature des fonctions le justifie et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. Donc, il est proposé de créer un poste au TMP, direction technique, 25 heures. Au niveau des modifications de poste, donc il s'agit de modifier le temps de travail d'un adjoint administratif à temps non complet à 34h11 hebdomadaire annualisé. Ce poste inclut l'accueil physique et téléphonique des usagers, l'instruction des différentes demandes de pièces d'identité. Il s'agit de pérenniser des heures réalisées au titre d'heures complémentaires. Donc on vous propose de la passer à 35 heures. Il y a des questions, des observations? Pas de questions, d'observations sur la modification du tableau des effectifs? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, les modifications sont validées. Et nous inscrirons au budget les crédits correspondants. Renonciation de la commune à acheter les immeubles suivants. Une décision de marché public. D'abord, attends, tu vas trop vite, Denis. Donc, il y avait l'attribution du marché de fourniture et pose de signalétique qui commence normalement sur cette fin d'année pour la pose de signalétique, n'est-ce pas, Nathalie? Donc le lot numéro 1 a été attribué donc à l'entreprise La Croix City de Saint-Herblain pour un montant de 41 925,72 € et hors taxe, pardon. Et le lot numéro 2, signalisation de direction, également à l'entreprise La Croix City de Saint-Herblain pour un montant de 71 094,97 € hors taxe. Un renouvellement de nos panneaux. Voilà. Fin d'année, début d'année prochaine. Et là, ça y est, on est au droit de préemption urbain. Donc, on commence avec le 5 bis, la Guyotterie. Le 1, rue du Grand Champ. Le 6D, impasse des Ponnières. Le 5, la Basonnière. Okay. Le 14, avenue des Acacias. Et le 1, impasse du Blé Noir. Pardon, j'ai été trop vite. Et nous avons préparé le petit agenda avec quelques informations. Donc les concerts de l'école de musique. Oui, voilà, les concerts de l'école de musique. Donc le mardi 10 décembre et le mercredi 11. Oui, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Mariette, si tu peux. Juste redire que donc, ce sont tous les ensembles, les élèves de l'école de musique qui jouent. Et donc c'est ouvert à tout le public et c'est gratuit. Et il y a 2 concerts. Voilà, le mardi 10 décembre à 20h, le 11 décembre à 17h. Et donc le samedi 14 décembre, le spectacle du mois de décembre du TMP, Vaste Monde. Un spectacle de théâtre d'impro pour toute la famille. Une plongée dans l'univers de Jules Verne ou comment réécrire un roman de Jules Verne en une nuit en direct avec le public. Ok. Le spectacle ne dure pas toute la nuit, c'est le spectacle. Nous voilà rassurés. Alors, ensuite, on a une petite mise à jour là pour les ateliers donc ça des méninges qui ont commencé. Donc voilà, il y a déjà eu 2 événements là, le 17 octobre et le 21 novembre. Et donc le prochain rendez-vous, donc c'est le jeudi 5 décembre dans la salle du Tenu. Voilà. En cette fin d'année, on a bien sûr tous nos événements à destination des aînés. Donc le repas des aînés le mardi 10 décembre, salle Escale. On arrive au bout normalement des inscriptions. Et la distribution des colis, les 13 et 14 décembre. Là par contre, on est encore preneur d'élus, il me semble,
pour la distribution notamment du samedi 14. N'hésitez pas si vous avez oublié de vous inscrire à vous inscrire auprès du CCAS. Alors, dans les autres rendez-vous, donc on l'a dit. Alors, attends, on a déjà dit. Le repas des aînés, c'est fait. Le concert de l'école de musique, c'est fait. La distribution des colis, c'est fait. Le conseil municipal. Alors qu'on va avancer un petit peu. Le mardi 17 décembre, on va plutôt l'avancer à 19h30, si vous le voulez bien, si c'est possible pour vous. Et on arrivera donc à la fin de l'année. On se projette déjà sur 2025 avec la cérémonie des vœux à la population qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2025 à 19h au TMP. Et une information, voilà, c'était la slide que j'attendais. Donc voilà, on a tous bien en tête les difficultés de trouver un médecin traitant, même si on a accueilli il y a quelques semaines un nouveau médecin sur la commune. Il n'empêche que voilà, il y a encore des patients qui sont sans médecin traitant déclaré. Et donc la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS, lance donc une liste d'attente mutualisée un petit peu. Donc les personnes qui n'ont pas de médecin traitant peuvent s'enregistrer donc sur le site de la CPTS et qui les préviendra après lorsqu'elles trouveront des créneaux en fait chez des médecins qui acceptent de prendre de nouveaux patients référents donc pour devenir médecin traitant. Donc n'hésitez pas à partager cette info aussi autour de vous, et donc c'est sur tout le territoire de Pornic-Aglo et de Saint-Marc-de-Coutais. Voilà, ça s'étend un petit peu en dehors de l'agglo. Et nous en avons terminé, sauf s'il y a des questions diverses. Mais visiblement non. Donc je lève la séance et je vous remercie.